action, comment nous gérons un petit peu les parcours des aidants. Je voudrais vous parler de la façon dont à 3, les 2 plateformes, nous avons géré la crise Covid. Et puis notre dernier projet, le temps partagé, puisque j'ai aussi un confrère de la plateforme 10 qui le vit en même temps que moi, puisqu'on a obtenu un soutien exceptionnel de l'ARS, vu la conjoncture et les situations particulièrement difficiles des aidants. Alors A3, c'est une plateforme c'est une association qui a été créée en 2006 à l'initiative de bénévoles de terrain. Le constat étant qu'en tant qu'acteur du domicile, on avait très vite intégré le fait que si on ne soutenait pas les aidants, le domicile deviendrait très vite ingérable. La gestion des plateformes est intégrée au plan Alzheimer 1, donc nous avons répondu à l'appel à projet en 2010 et nous avons pu créer 2 plateformes, donc une à Marseille et une en Argentina. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Actuellement au niveau de A3, nous avons 74% des aidants qui sont des femmes, 62% de nos aidants ont moins de 65 ans, donc nous avons quand même des aidants jeunes. Notre file active, elle se situe autour de 1500 aidants par plateforme. On s'aperçoit aussi on rejoint un petit peu les chiffres nationaux, en ce sens que 33% des aidants sont des conjoints et 55% sont des enfants. Au niveau des troubles, on souffre les aidés de nos aidants. Donc nous avons une majorité quand même de troubles neuro, à peu près 60%, et 20% à peu près d'aidés qui souffrent de troubles du handicap et puis des pathologies chroniques. Sachant bien que la plateforme de répit, les plateformes accueillent les aidants, quelle que soit la pathologie de l'aidé. Par contre, actuellement, nous n'accueillons pas les parents de jeunes enfants handicapés. Nous intégrons les familles quand la personne en situation de handicap est adulte. Alors, voilà, ce petit support, il montre bien le parcours qu'on essaie d'initier pour les aidants. Notre énorme problème, M. Olivier Ritz l'a dit plusieurs fois, c'est le fait d'aller repérer les aidants. C'est à nous d'aller vers eux. Actuellement, 70% des aidants ne souhaitent pas être accompagnés, refusent l'aide. Donc ça, chez A3, on est tout à fait conscient de cette problématique. C'est pour ça que nous avons comme support essentiel nos partenaires. Alors les partenaires, ils sont là pour nous orienter des aidants, nous signaler les personnes en difficulté. Et ils ont double rôle aussi chez nous, puisque nous leur orientons ensuite nos aidants en difficulté. Alors le premier entretien chez nous, il est individuel. Un entretien social avec une responsable d'accompagnement qui effectue le bilan de la façon dont le domicile souvent est géré, s'il y a possibilité de mettre en place de nouvelles aides, s'il y a des solutions de répit peut-être plus adaptées pour l'aidant. La deuxième partie, elle est psychologique, avec un entretien individuel avec nos psychologues, sachant que la majorité actuellement de nos aidants ont recours à une aide psychologique. Et ces chiffres ne font qu'augmenter. Nos activités ensuite, notre idée forte, c'est de sortir l'aidant de son isolement, essayer de le resocialiser. C'est vraiment toujours été une action importante chez nous. Nous leur proposons des formations, dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons plusieurs types de formations. Une formation qui est neurologique, c'est-à-dire que et les psychologues qui gèrent ces formations s'adaptent aux pathologies dont souffrent les aidés. C'est-à-dire que s'il y a un aidé qui souffre d'une maladie Cordolévi, il y aura un petit volet sur cette maladie. Donc ces formations sont très demandées par les aidants. Elles leur permettent de mieux appréhender le proche, d'avoir un comportement plus adapté et de mieux comprendre l'évolution de cette maladie et comment ils vont se situer au niveau du binôme aidé dans le temps. Voilà. Nous avons aussi une initiation en thérapie non médicamenteuse où le rôle de l'aidant, c'est le pivot de cette approche. C'est une bonne solution de répit pour les aidants, ces thérapies non médicamenteuses. Nous avons une formation aussi initiale qui concerne mon aidant, quelle est ma nouvelle place en EHPAD. Nous nous sommes aperçus, ce que disait la psychologue précédemment, que le moment où le domicile n'est plus possible et où il faut envisager une mise en institution, c'était un moment excessivement difficile pour les aidants. Les aidants le vivent très mal, c'est un sentiment d'échec, et on propose une formation qui concerne d'une part les familles, donc nouvellement concernées et nouvellement accueillies en EHPAD, et les professionnels. L'idée de cette formation est de créer une situation tripartite sereine entre l'aidant,
professionnel, l'aidant, le proche aidant et l'aider au cœur du dispositif. Et on s'est aperçu que ces 2 ou 3 modules permettent vraiment d'améliorer considérablement le lâcher-prise de l'aidant quand le proche est en EHPAD, tout ce qu'évoquait tout à l'heure la psychologue. Alors les idées forces de A3, nous sommes dans le prendre soin, c'est-à-dire que nous nous situons en parallèle, si vous voulez, des activités sanitaires. Nos partenaires sanitaires nous orientent des aidants et nous essayons d'accompagner ces personnes. Au niveau donc on explique un petit peu les formations. Au niveau des activités que nous proposons, quand nous essayons de resociabiliser les dents, nous proposons pas mal de sophrologie, ça a beaucoup de succès. Et puis des sorties, des activités de répit, nous proposons une sortie par mois, variable en fonction du temps, variable en fonction des besoins. On essaye de coller au plus près des attentes des aidants. Alors pour nous, chaque aidant a un parcours spécifique dans notre association. Il n'y a pas de notion de durée, il n'y a pas de notion d'argent. C'est vraiment une relation de confiance totale qu'on instaure avec nos aidants. Hier, j'ai une dame qui était venue chez A3 en 2012, qui nous a quittés en 2017 et qui maintenant revient parce qu'entre-temps, l'Alzheimer de sa maman a évolué, donc elle a envie, elle a besoin de revoir la psychologue et de mieux cerner son comportement. Mais A3, c'est pas que ça, on essaie d'être aussi autre chose. On a un grand projet qu'on a démarré en 2019 avec l'aide d'AG2R et qui concerne les aidants actifs. Alors ce projet, il avait pour mission d'aller en entreprise pour présenter le statut de l'aidant. Qu'est-ce que c'est qu'un aidant? On a fait une conférence très intéressante au CGD, au Centre des jeunes dirigeants, où on a présenté la façon dont on travaillait. On a dit aux chefs d'entreprise qui étaient présents, si vous avez 10 salariés, vous avez un aidant, voilà, minimum, et quelquefois 2. Voilà. Donc repérez-le, parce que sinon il a besoin de vous, et vous avez besoin de lui. Voilà. Moi je valorise toujours à mon petit niveau les qualités des aidants. Je trouve que c'est des gens sérieux, qui ont le respect de l'engagement, sur qui on peut compter. Ça, je trouve que c'est des forces, c'est très fort pour une entreprise. Donc c'est une valorisation de l'aidant qui est bien. Ensuite, on a fait aussi des conférences dans des grandes... Enfin, à l'hôpital d'Arles, j'ai proposé une autre fois au conseil départemental aussi, effectivement, d'être là. Ils sont intéressés, mais il faut un peu de temps, ça va venir. Et là-dessus, ensuite, on a pu rencontrer des managers, leur présenter comment repérer un aidant, des choses simples. Une personne qui ne se met jamais en maladie, qui est tout le temps en maladie, mais c'est quelque chose qui ne va pas. Donc on leur disait d'être un peu plus attentifs à leurs salariés, à leurs équipes. Donc ce projet, ça a eu beaucoup de succès, il faut qu'on continue. Voilà. Alors aussi, on intervient depuis toujours à l'espace éthique, au comité espace éthique méditerranéen, aux commissions gérontologie. On intervient au CDCA, on intervient au niveau de la pérédance, et puis on a beaucoup travaillé avec la faculté de droit d'Aix sur le statut juridique du proche aidant. On a fait une commission, on a été publié, on a un pavé, voilà, maintenant il faut qu'on passe une étape, j'espère l'avoir, mais je pense que je serai très très vieille quand on aura ce statut juridique. On essaye aussi de faire des conférences, et d'aller présenter A3, toujours pour pareil, pour que les partenaires, les personnes du médico-social, de tout réseau nous connaissent et n'hésitent pas à nous orienter des aidants. Alors les aides existantes au département, j'ai fait un petit schéma très succinct. Donc il y a 197 EHPAD qui proposent à peu près 16 000 places. Il y a uniquement 331 places en accueil de jour, 151 places en accueil temporaire. Donc 16 000 places, quand on sait qu'on a à peu près à la louche 50 000 personnes sur le département qui sont atteintes de maladies non. Donc on est quand même, il y a beaucoup de gens à la maison et beaucoup de gens sans physio. Pour les personnes en situation de handicap aussi, on a des foyers de vie où il y a 300 places, des hébergements temporaires qui sont réduits. Voilà. Et les accueillants familiaux, c'est vrai que les accueillants familiaux, il y a actuellement 62 sur le département de 13, qui est infiniment peu. Alors le dernier baromètre Apicide nous a donné les chiffres suivants. 57% des aidants souhaiteraient une meilleure coordination entre eux, donc ils souffrent quand même d'isolement. 56 aussi % d'eux souhaiteraient une aide financière ou une aide matérielle, plus d'EHPAD, plus d'informations et surtout la moitié, plus de soutien psychologique. Voilà. Nous espérons bien voir un jour la maison des aidants. C'est un projet de Marseille, c'est A3 qui porte ce projet. On a eu un accueil favorable du conseil départemental et on essaye
d'avancer, mais c'est pas facile, c'est pas simple. Voilà. Donc le projet aidant actif aussi, je vous en ai parlé précédemment. Donc c'était, on espère que les mesures annoncées par l'ancien Premier ministre, qui devraient être effectives en octobre, vont l'être. Parce que c'est vrai que je vais vous parler rapidement de la gestion du Covid. On s'est aperçu qu'on a vraiment besoin de ces mesures. Hein. Alors le Covid, donc ça nous est arrivé un peu comme la foudre, on s'y attendait sans s'y attendre. Donc mi-mars, on est confiné, l'équipe d'A3 réagit tout de suite, on se met tout de suite en télétravail, on était équipés, logiciels adaptés, ordinateur, téléphone. Et très vite, moi je dis à l'équipe, c'est à nous d'appeler les aidants. Les aidants, ils sont sous l'eau, ils ne nous appelleront pas, on prend nos téléphones et on appelle. Donc on n'a pas pu, je pense, appeler tout le monde parce qu'on a plus de 3000, 3500 aidants actuellement. On en a appelé 1086, voilà, le tiers. Et là-dessus, il y a eu vraiment une évolution qui s'est faite. C'est-à-dire que les appels entrants étaient de 5% dans les premiers temps. Ils sont passés quand même à 24-25% au bout de 10 semaines. Donc ça a bien prouvé que l'aidant, une fois qu'il a compris que A3 était là, il n'hésitait plus à nous appeler. Alors notre idée essentielle, c'était de rappeler les gestes barrières. Ces gestes barrières qui ont été excessivement bien suivis. Moi, je suis un peu déçue des médias qui ont énormément parlé des EHPAD et fort peu du domicile. Et pendant cette première période de pandémie, c'est vraiment le domicile qui a fait qu'on n'ait pas de catastrophe notoire, en fermant les maisons, en disant aux aides à domicile qui débarquaient sans masque, sans gants, en sortant du bus, non, vous rentrez pas dans la maison, ma mère est fragile, tant pis, je fais le ménage. Donc les domiciles se sont fermés un peu à l'initiative de structures comme nous. On leur disait attention, il ne faut plus voir vos parents, les courses, vous les posez devant la porte, c'est difficile, mais on a au début, c'est vrai qu'on a isolé nos personnes parce qu'il fallait les protéger. Voilà. Et puis est arrivé le déconfinement. Le déconfinement a été beaucoup plus difficile pour nous que le confinement, parce qu'on s'est aperçu, ce que vous disiez tout à l'heure, que les aidants étaient épuisés, on n'avait plus d'aide à domicile, il n'y avait que l'infirmière, toutes les infirmières ont continué à venir, elles venaient moins, mais elles venaient, donc les aidants se sont retrouvés à faire des gestes qu'ils ne savaient pas faire. On était là, on courait après les kinés pour qu'ils nous disent comment, envoyez-nous un petit schéma pour faire un transfert, envoyez-nous un autre schéma pour apprendre à coucher la personne, l'aidant n'a plus de dos, on fait comment, voilà. Donc petit à mesure, on est arrivé à trouver des astuces, on avait créé la boîte à outils des aidants, on avait un lien internet où toutes les semaines on leur donnait des petites choses, des petits conseils, ils nous ont beaucoup appelés. On s'est repositionné en virtuel au niveau de A3. On a fait des groupes de parole virtuels, donc avec des 5-6 personnes, la psychologue bien sûr. On a fait aussi le thé virtuel de l'aidant. Ils venaient nous rencontrer par visio, ils étaient par groupe de 5, une fois par semaine. Finalement, on essaie de maintenir un lien pour faire en sorte que les aidants ne soient pas seuls à épuiser et à craquer. Voilà. Par contre, l'avantage de cette période, si je puis dire, c'est qu'on s'est rendu compte, on a fait remonter une note d'information précise à nos tutelles, à l'ARS. L'ARS a été très réceptive et on leur a dit, nous, notre inquiétude notoire, c'est que les aidants que nous qualifions de fragiles, alors les psychologues savent beaucoup mieux que moi ce que c'est vraiment, il y a deux risques d'aidants fragiles ou en situation de fragilité. Il y a l'aidant dont le risque est imminent, c'est-à-dire que l'idée suicidaire est tout le temps présente. Ça peut être un pronostic vital de l'aidé qui est engagé, des crises d'angoisse, un deuil qui a été fait pendant le confinement, l'éloignement. Et puis il y a le risque latent, c'est-à-dire que la santé de l'aidant nous inquiète de plus en plus. L'aidant est en rupture de soins. La précarité aussi financière, quelquefois, est lourde, de très lourdes conséquences. Les aidants culpabilisent énormément dans certains cas, vu tout ce qui se passe dans certaines institutions, de ne pas pouvoir reprendre le proche chez eux. Donc ça, les aidants à risque, d'habitude chez A3, nous en avons à peu près 2%, et suite en situation de pré-confinement, sur nos chiffres de juin, nous sommes à 25%, et depuis, nous en avons de plus en plus. Voilà. Donc ça, on l'a signalé à l'ARS, on l'a signalé à la CARSAT, que nous, on a besoin de moyens supplémentaires, parce que là, on ne pouvait plus faire face, c'était pas possible. Et ils ont été assez réactifs, puisque la CARSAT nous a aidés, et le conseil, l'ARS nous a donné un beau projet, le temps partagé. Alors, le temps partagé, c'est un projet c'est une action pour une durée d'un an, on aimerait bien que ça soit pérennisé, mais pour l'instant, c'est pas évident. Donc, on a mission, les plateformes de répit, d'aller vers nos aidants et de leur proposer des actions spécifiques, bien sûr,
des actions qui concernent des activités collectives pour certains cas, mais aussi beaucoup d'activités à domicile. Donc c'est un projet qui, chez nous, chez A3, nous avons choisi donc d'y faire adhérer que les aidants en situation de fragilité, parce que c'est eux pour lesquels nous sommes le plus inquiets. Moi, j'avais proposé une file active de 50 aidants sur l'année. Je vois que hier, j'étais à Arles, la plateforme d'Arles, elle est déjà à 48 aidants, donc on va exploser le chiffre là aussi. Donc on leur propose des activités variées, mais déjà l'avantage c'est qu'il y a un lien beaucoup plus précis, beaucoup plus renouvelé, des coups de téléphone très fréquents avec les aidants de nos équipes, c'est-à-dire autant la responsable d'accompagnement que les psychologues, elles font vraiment un travail précis d'analyse et de lien avec l'aidant. Alors on leur propose soit un peu plus d'activités d'aide à domicile prises en charge par notre plateforme pour que l'aidant puisse laisser son aidé, aller se balader, faire des choses qu'il a peu le temps de faire. On leur propose aussi de la réflexo-plantaire, on leur propose de la kinésiologie, de la sophrologie, des massages, une activité partagée dans l'aider avec nos amis du ciel bleu qui sont là, voilà. Donc on essaye de faire à domicile, si le binôme a envie de fonctionner, parce que ça aussi c'est important de faire fonctionner le binôme aidant aidé, et puis ou alors in situ, voilà. Donc cette activité, ce temps libéré, c'est comme vous dites monsieur, des petites gouttes d'eau, c'est vrai, vu l'immensité de la tâche, mais je crois que, moi je suis d'une nature relativement optimiste, mais pour avoir créé A3 en 2006, et voir le peu de cas que nous faisions des aidants en 2006, on a fait quand même un énorme travail. Alors il y a encore du boulot, il y a encore du chemin. Merci à nos partenaires, là je vois Samantha qui nous aide beaucoup, parce qu'on a besoin de vous, quoi. Nous seuls, on veut bien prendre en charge, mais il faut repérer les aidants. Les actions, tout à l'heure vous évoquiez le sanitaire, nous on est allé moult fois faire des actions au niveau des IPSI, les écoles d'infirmières, on va vers eux, on leur présente les aidants, on a une mini-échelle Zari, ce qu'on dit aux infirmières libérales, vous êtes à domicile, vous avez 4 questions à poser à l'aidant, c'est pas compliqué, une de temps en temps, et puis vous nous appelez, bon, elles commencent à le faire. Mais je suis toujours un peu découragée quand je vois des infirmières libérales qui sont sur le territoire de Marseille, des territoires en ville en plus, et qui ne connaissent pas A3, qui ne savent pas que l'aide aux aidants ça existe. Voilà. Donc là, il y a un énorme boulot. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça, c'est à nous d'aller marteler le terrain et qu'on s'y mette tous, quoi. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis prête